Une fillette pauvre de 6 ans demande à un millionnaire paralysé s'il échangerait ses biens contre un miracle. « Je peux vous faire marcher à nouveau, » lui dit-elle. Il a ri. Mais tout a changé. « Avant de commencer, je suis curieux. Quelle heure est-il là où vous êtes? Qu'il fasse jour ou nuit, je vous remercie d'être là. » La neige de décembre tombait doucement devant les grandes fenêtres du manoir Harrison, mais à l'intérieur de la luxueuse salle à manger, Robert Harrison était seul à une table pouvant accueillir 20 personnes. Son fauteuil roulant coûteux ne faisait aucun bruit tandis qu'il s'approchait de la fenêtre, observant le monde au-delà de sa prison de verre et d'acier. À 52 ans, Bob avait tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce qu'il désirait le plus, la capacité de marcher. 20 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui lui avait volé ses jambes. 20 ans des meilleurs soins médicaux, de traitements expérimentaux et de faux espoirs. Sa fortune de 40 millions de dollars ne valait rien quand il ne pouvait même pas sentir ses propres pieds. Le manoir résonnait de vide. Sa femme l'avait quitté 15 ans auparavant, incapable de supporter son amertume. Ses amis s'étaient peu à peu éloignés, lassés de ses accès de colère et de ses humeurs sombres. Même sa mère, Elanena, lui rendait moins souvent visite. Son cœur de 78 ans se brisait chaque fois qu'elle voyait les yeux vides de son fils. Bob écarta son dîner presque intact et se dirigea en fauteuil vers le bureau. Dehors, à travers la vitre givrée, il pouvait voir les silhouettes de personnes pressées sur le trottoir. Des gens normaux, des gens qui marchaient, des gens qui considéraient leurs jambes comme acquises chaque jour. Un léger coup à la porte de service attira son attention. Qui donc lui rendrait visite par une nuit de décembre aussi froide? La gouvernante était partie depuis des heures et Bob n'attendait personne. Les coups continuaient, doux mais insistants. La curiosité l'emporta sur son désir habituel de solitude. Il se déplaça dans la maison, passant devant des portraits d'ancêtres qui pouvaient tous marcher, passant devant des meubles disposés pour quelqu'un qui ne se tiendrait plus jamais debout. Les coups cessèrent, mais il ouvrit quand même la lourde porte. Là, recroquevillée contre le froid, se trouvait la plus petite personne qu'il eût jamais vue à sa porte. Une fillette d'Accent grave peine 6 ans aux cheveux bruns emmêlés et aux vêtements qui avaient connu des jours meilleurs. Ses chaussures étaient trouées et sa fine veste n'était pas du tout adaptée au mois de décembre dans le Massachusetts. « Monsieur, dit-elle d'une voix à peine audible, j'ai très faim. Avez-vous de la nourriture que vous n'allez pas manger ?» Bob la regarda avec étonnement. Au cours de ses 20 ans d'isolement, personne ne lui avait demandé de l'aide. Les gens voulaient normalement son argent, ses relations, son influence. Mais cette petite fille demandait ses restes. « Que fais-tu ici toute seule ?» demanda-t-il, la voix rauque par manque d'usage. « J'habite avec ma maman dans cet appartement là-bas, » dit-elle en désignant un bâtiment délabré de l'autre côté de la rue. « Elle travaille tard à nouveau et j'ai eu faim. Madame Patterson, la voisine, a dit que les riches jetaient toujours de la bonne nourriture. » Les yeux de la fillette étaient d'un bleu des plus vifs qu'il ait jamais vus et ne montraient ni peur ni jugement à propos de son fauteuil roulant. Elle le regardait comme une personne normale, pas comme un millionnaire brisé. « Comment t'appelles-tu » demanda Bob sans réfléchir. « Lily Thompson, et vous ?»« Robert Harrison, mais tu peux m'appeler Bob. » Lily sourit et pour la première fois depuis des années, Bob sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, quelque chose qu'il pensait mort à jamais. « Puis-je vous faire un marché, monsieur Bob » dit Lily en s'approchant. « Vous me donnez un peu de cette nourriture que vous n'avez pas mangée et je vous donne quelque chose d'encore mieux. » Bob faillit sourire. « Que pourrais-tu me donner, petite ?» Lily le regarda droit dans les yeux. Sa petite main s'allongea et toucha la coudoir de son fauteuil roulant. « Je peux vous faire marcher à nouveau. » Les mots frappèrent Bob comme un coup physique. Pendant un instant, la vieille rage lui monta à la gorge. Comment cet enfant osait-elle se moquer de lui avec des promesses impossibles? Il avait déjà tout entendu, des médecins, des guérisseurs, des chercheurs expérimentaux. Tous promettaient des miracles et tous prenaient son argent et le laissaient exactement là où il avait commencé. Mais quelque chose dans la voix de Lily l'empêcha de claquer la porte. Il n'y avait ni cupidité ni calcul, juste une certitude absolue, comme si elle avait dit que le ciel est bleu ou que la neige est froide. Bob se surprit à rire. Le son étrange et creux dans l'air nocturne. « Tu penses pouvoir me faire marcher ? » « Je sais que je peux, » dit simplement Lily. « Je l'ai déjà fait auparavant. » Le lendemain matin, Bob se réveilla avec les mots de Lily résonnant encore dans son esprit. « Je peux vous faire marcher à nouveau. »
Il lui avait donné un récipient contenant son dîner intact et l'avait vu disparaître dans la nuit, promettant de revenir le lendemain. Maintenant, tandis que sa gouvernante, Madame Chen, préparait son petit déjeuner habituel qu'il n'allait pas manger, Bob se découvrit attendant quelque chose avec impatience pour la première fois depuis des décennies. « Monsieur Harrison, dit Madame Chen avec prudence, il y a une enfant à la porte qui vous demande. » Le cœur de Bob fit un bond. « Faites-la entrer. » Lily apparut à l'entrée de la salle à manger, toujours vêtue des mêmes vêtements usés, mais d'une manière ou d'une autre, elle était plus rayonnante sous la lumière du matin. Elle portait un petit sac en papier dans les mains. « Bonjour, Monsieur Bob, dit-elle avec joie. Je vous ai apporté quelque chose. »« Tu m'as apporté quelque chose ?» Bob ne put cacher sa surprise. D'après son expérience, les gens prenaient de lui, ils ne donnaient pas. Lily acquiesça et sortit un biscuit froissé du sac, clairement arraché du jardin de quelqu'un. Il était un peu fané, mais elle le lui offrit comme s'il était en or. « Ma maman dit que quand quelqu'un est bon avec toi, tu dois être bon aussi. C'est pour m'avoir donné à manger. » Bob prit la fleur avec des mains qui n'avaient pas tenu de cadeau depuis des années. « Merci, Lily. C'est un geste très attentionné. »« Puis-je voir vos jambes ?» demanda Lily soudainement. La question aurait rendu Bob furieux si elle venait de n'importe qui d'autre, mais de cette enfant innocente, elle semblait une simple curiosité. « Elle ne fonctionne pas, dit Bob avec prudence. Je ne peux pas les sentir du tout. Puis-je les toucher ? Bob hésita. Même ses médecins s'approchaient de ses jambes avec un détachement clinique. Personne ne les avait touchées avec tendresse depuis 20 ans. Je suppose que oui, dit-il finalement. Lily s'approcha et posa doucement ses petites mains sur le genou de Bob à travers son pantalon. Son toucher était chaud et doué, un instant, Bob aurait juré qu'il sentait quelque chose. Pas exactement une sensation, mais une présence. Elles sont endormies, dit Lily naturellement. Parfois, quand les choses sont très fatiguées, elles dorment longtemps, mais elles finissent toujours par se réveiller. Lily, dit Bob doucement, mes jambes ne sont pas endormies, elles sont cassées. Les médecins disent qu'elles ne fonctionneront plus jamais. Les médecins ne savent pas tout, dit Lily avec la confiance que seule une enfant de 6 ans pouvait avoir. Ma maman m'a raconté que quand j'étais très petite, je ne pouvais pas parler pendant les 3 premières années. Tous les docteurs disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon cerveau, mais un jour, j'ai simplement commencé à parler et maintenant je parle tout le temps. Elle lui sourit et Bob se surprit à presque croire en son optimisme impossible. Comment comptez-vous exactement me faire marcher ? Demanda-t-il. Lily grimpa sur la chaise devant lui, les jambes pendant librement. D'abord, vous devez vouloir marcher pour les bonnes raisons. Que veux-tu dire ? La plupart des gens veulent des choses pour eux-mêmes, mais ce n'est pas comme ça que la magie fonctionne. Vous devez vouloir marcher pour pouvoir aider les autres. Magie. Bob faillit rire à nouveau, mais il y eut quelque chose dans l'expression sincère de Lily qui l'arrêta. J'ai voulu marcher pendant 20 ans, dit Bob. Crois-moi, je le désire de toutes mes forces. Mais pourquoi ? Pourquoi voulez-vous marcher ? Demanda Lily. La question prit Bob par surprise. Pourquoi voulait-il marcher ? Pour redevenir normal, pour retrouver son ancienne vie, pour cesser de se sentir brisé. Je veux être la personne que j'étais, dit-il finalement. Lily secoua la tête. Ça, c'est vouloir quelque chose pour vous-même. Et si vous pouviez marcher à nouveau, mais seulement pour aider les autres ? Le voudriez-vous quand même ? Bob regarda cette petite philosophe devant lui. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait demandé de penser à ce qu'il pouvait faire pour les autres ? Je ne sais pas, admit-il. C'est bon, dit Lily avec joie. Nous avons le temps de le découvrir. Puis-je revenir demain ? Oui, dit Bob sans hésiter. Oui, tu peux revenir. Tandis que Lily se dirigeait à petits pas vers la porte, elle se retourna vers lui. Ah, et monsieur Bob, vous devriez manger votre petit déjeuner. Vous allez avoir besoin de force. Pour la première fois depuis des mois, Bob eut vraiment faim. Margaret Thompson était en retard pour son deuxième travail lorsqu'elle fit irruption par la porte du minuscule appartement d'une chambre. À son âge, Maggie semblait plus âgée, épuisée par 6 ans de maternité monoparentale et de 3 emplois pour joindre les 2 bouts. Lyle, chérie, où es-tu ? Ici, maman,
répondit Lily depuis la cuisine où elle coloriait à la petite table. Maggie courut vers elle et s'agenouilla à ses côtés, l'examinant de l'œil entraîné d'une mère qui avait appris à s'inquiéter de tout. Madame Patterson a dit que tu étais sortie pendant des heures hier. Où es-tu allé? Le crayon de Lily s'arrêta sur le dessin. Je me suis fait un nouvel ami. Quel genre d'ami? La voix de Maggie avait ce tranchant de peur qui vient avec l'éducation d'une fille dans un quartier où le danger se cachait à chaque coin de rue. Il s'appelle Monsieur Bob et il habite dans la grande maison de l'autre côté de la rue. Il est en fauteuil roulant et il est très triste, mais je vais l'aider à marcher à nouveau. Le sang de Maggie se glaça. Un homme adulte qu'elle n'avait jamais rencontré, interagissant avec sa fille de 6 ans. Tout en elle criait au danger. Lily, chérie, tu ne peux pas entrer chez des inconnus, ce n'est pas sûr. Mais ce n'est plus un inconnu. C'est mon ami et il m'a donné à manger quand j'avais faim. Tu avais faim. Le cœur de Maggie se brisa. Elle lui avait laissé des biscuits et un sandwich, mais ce n'avait clairement pas suffi. Ça n'était jamais suffisant. Juste un petit peu, dit Lily rapidement, remarquant la détresse de sa mère. Et Monsieur Bob a beaucoup de nourriture qu'il ne mange pas. Il est très gentil, maman. Il m'a laissé toucher ses jambes. Tous les instincts maternels de Maggie s'allumèrent. Quoi? Je vérifiais pourquoi elles ne fonctionnent pas. Elles sont juste très endormies, mais je peux les réveiller. Maggie serra Lily fort dans ses bras. L'innocence de sa fille était à la fois son plus grand cadeau et sa plus grande peur. Lily voyait le monde comme un endroit où la magie était possible, où les choses cassées pouvaient être réparées, où tout le monde était bon au fond. À son âge, elle ne comprenait pas les dangers qui tenaient Maggie éveillée la nuit. Chérie, il faut que tu me promettes quelque chose. Tu ne peux plus retourner dans cette maison. D'accord? Mais maman. Pas de mais, Lily. Je sais que tu veux aider les gens et c'est magnifique, mais les adultes qui invitent des petites filles chez eux ne sont parfois pas de bonnes personnes. Le visage de Lily s'attrista. Monsieur Bob est une bonne personne, il est simplement seul. Je suis sûr qu'il a l'air gentil, mais... Un coup à la porte les interrompit. Le premier instinct de Maggie fut de l'ignorer. Huissier, propriétaire et autres mauvaises nouvelles avaient l'habitude de frapper à cette heure. Madame Thompson, dit une voix masculine, je m'appelle Robert Harrison. Je crois que votre fille Lily est venue me rendre visite. La peur de Maggie monta en flèche. Il avait suivi Lily jusqu'à leur maison. Il savait où elles habitaient. Elle saisit la batte de baseball qu'elle gardait près de la porte et l'ouvrit juste un peu, avec la chaîne en place. À travers la fente, elle vit un homme dans un fauteuil roulant coûteux. Il était bien habillé, rasé, et ses yeux n'avaient pas l'éclat prédateur qu'elle craignait. Au lieu de cela, il semblait nerveux. « Que voulez-vous » exigea Maggie. « Je voulais vous rencontrer » dit simplement Bob. « Votre fille m'a rendu visite et j'ai pensé que vous deviez savoir avec qui elle passe du temps. » Puis-je entrer? Bien sûr que non. Je comprends votre préoccupation, dit Bob calmement. Si j'avais une fille, je serais aussi protecteur. Et si nous parlions ici même, ou mieux encore? Et si vous et Lily veniez chez moi, ainsi vous pourriez constater par vous-même que je n'ai aucune intention de nuire? Maman, s'il te plaît, dit Lily de derrière elle. Je t'ai dit qu'il était gentil. Maggie regarda le visage suppliant de sa fille, puis l'homme dans le fauteuil roulant. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Il y avait quelque chose de brisé en lui, quelque chose de triste et de perdu qui lui rappelait elle-même. 5 minutes, dit-elle finalement, et j'apporte ça. Elle leva la batte. Bob sourit vraiment. Je n'en attendrai pas moins d'une bonne mère. Tandis qu'ils traversaient la rue ensemble, Maggie ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que leur vie était sur le point de changer pour toujours. Le manoir Harrison de près était encore plus imposant qu'il n'y paraissait de l'autre côté de la rue. Maggie avait déjà nettoyé des maisons de riches auparavant, mais rien de tel. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que tout son appartement. C'est magnifique, murmura-t-elle sans le vouloir. C'est juste une maison, dit Bob, bien que Maggie remarquât la fierté dans sa voix. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Café, thé? Un café, ce serait bien, admit Maggie. Elle avait survécu avec 4 heures de sommeil et des restes de caféine. Tandis que Bob préparait le café dans une cuisine digne d'un magazine,
Lily explorait avec la curiosité intrépide de l'enfance. Elle touchait des vases coûteux, examinait des peintures et testait les échos dans les pièces au haut plafond. Elle n'a peur de rien, observa Bob en regardant Lily avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. C'est ce qui me fait peur, dit Maggie. Lily voit le monde comme un endroit magique où tout est possible. Elle ne comprend pas que les gens peuvent lui faire du mal. Quelqu'un lui a-t-il déjà fait du mal? La question fut posée à voix basse, mais Maggie capta la préoccupation implicite. Elle se surprit à regarder cet étrange homme riche qui n'avait aucune raison de s'inquiéter pour une petite fille pauvre et vit une préoccupation sincère dans ses yeux. Son père, dit Maggie finalement. James avait des problèmes, drogue, alcool, colère. Quand Lily avait 2 ans, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas en sécurité avec lui. Je l'ai quitté, mais cela signifiait aussi tout laisser derrière. Ma famille s'est rangée de son côté. Ils ont dit que j'exagérais. Je suis désolé, dit Bob et il semblait sincère. Je travaille 3 emplois pour nous entretenir, continua Maggie, surprise par sa propre franchise. Nettoyage le matin, saisie de données l'après-midi et employé de rayon le soir. Je laisse Lily chez Madame Patterson quand je peux me le permettre, mais ces derniers temps. Ces derniers temps, il n'y a pas d'argent pour une babysitter, termina Bob. Maggie acquiesça, gênée par la confession. Je fais de mon mieux, mais parfois ce n'est pas suffisant quand elle a faim et que je ne suis pas là. Sa voix se brisa. Maman, dit Lily, apparaissant soudainement à côté de Maggie, ne pleure pas, monsieur Bob. Dites à ma maman pourquoi vous avez besoin que je vous aide à marcher. Bob semblait mal à l'aise. Lily, je ne crois pas vraiment que tu puisses. Oui, je peux, dit Lily avec une certitude absolue. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi vous devez marcher. Il ne s'agit pas de vous, monsieur Bob, il s'agit d'elle. Elle désigna Maggie. Que voulez-vous dire, demanda Bob. Maman travaille très dur, mais elle est toujours triste et effrayée. Elle croit qu'elle doit tout faire toute seule, mais vous avez de l'argent et une grande maison et vous êtes aussi triste. Vous deux, vous avez besoin l'un de l'autre. La simple vérité frappa les 2 adultes comme un coup physique. Cet enfant de 6 ans voyait des connexions et des solutions qui ne leur étaient jamais venues à l'esprit. Lily, dit Maggie avec prudence, ce n'est pas si simple. Pourquoi pas, demanda Lily. Monsieur Bob est seul et nous avons besoin d'aide. Il a tout sauf quelqu'un à aimer. Et nous aimons tout le monde, mais nous n'avons rien. C'est comme des pièces de puzzle. Bob regarda Lily, puis Maggie. Et si elle avait raison? Raison sur quoi? Et si cela ne concernait pas de nouveaux marchés? Et si cela concernait la connexion? Bob se tourna vers Maggie. J'ai des ressources que je n'utilise pas, de l'espace dont je n'ai pas besoin, du temps que je ne valorise pas. Et vous avez quelque chose que j'avais oublié avoir besoin. Un but. Dit Bob à voix basse. Une raison d'être meilleur que je ne le suis. Maggie sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Vous ne nous connaissez pas. Nous sommes des inconnus. Vous et James étiez aussi des inconnus quand vous vous êtes rencontrés, répondit Bob. Parfois, les inconnus deviennent une famille. Parfois, les inconnus vous brisent le cœur, répliqua Maggie. Lily grimpa sur les genoux de Bob avec l'intimité insouciante d'une enfant qui a décidé que quelqu'un était en sécurité. Monsieur Bob ne nous brisera pas le cœur, maman. Il a été trop blessé pour blesser les autres délibérément. Les bras de Bob entourèrent instinctivement l'enfant et Maggie vit des larmes dans ses yeux. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait décidé de lui faire confiance aussi complètement? Que proposez-vous? Demanda Maggie à voix basse. Je ne sais pas encore, admit Bob. Mais j'aimerais le découvrir. Seriez-vous prête à dîner ici demain? Tous ensemble? Maggie regarda sa fille, en sécurité et heureuse dans les bras de cet étranger et prit une décision qui l'effrayait. D'accord, dit-elle. Un dîner. Le soir suivant, Maggie se retrouva devant le manoir Harrison dans sa seule belle robe, luttant contre l'envie de faire demi-tour et de fuir. Elle avait passé la journée à remettre en question sa santé mentale. Que faisait-elle? Emmener sa fille chez un inconnu pour dîner. Mais quand Bob ouvrit la porte, son visage s'illumina d'une manière qui lui serra la poitrine. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait été sincèrement heureux de la voir?
vous êtes venu, dit-il, comme s'il craignait qu'elle ne le fasse pas. Lily ne m'a pas laissé changer d'avis, admit Maggie. La salle à manger avait été transformée. Au lieu de la table formelle pour 20 personnes, Bob avait préparé une petite table ronde près de la fenêtre. Des bougies scintillaient doucement et la vaisselle fine avait été remplacée par des assiettes colorées adaptées aux enfants. C'est magnifique, dit Maggie, surprise malgré elle. Je voulais que ça ressemble à un foyer, dit Bob. Je me rends compte que je ne sais plus ce que ça fait. Le dîner fut étonnamment simple. Bob commanda de la nourriture d'un restaurant italien du centre-ville et la nourriture était meilleure que tout ce que Maggie avait goûté depuis des années. Mais au-delà de cela, la conversation coula naturellement. Bob posa des questions sur les matières préférées de Lily à l'école, sur le travail de Maggie, sur leurs rêves et leurs peurs. « Que voulais-tu faire quand tu serais grande » demanda Bob à Lily pendant le dessert. « Doctoresse » dit Lily sans hésiter. « Comme ça je peux aider les gens à se sentir mieux. »« Comment vais-je vous aider, vous ?» Lily, dit Maggie doucement, nous en avons déjà parlé. Monsieur Harrison a vu beaucoup de docteurs. Mais ils essayaient de réparer ses jambes, dit Lily. Moi, je ne vais pas réparer ses jambes, je vais réparer son cœur. Les mots tombèrent dans un silence total. La main de Bob se porta inconsciemment vers sa poitrine et Maggie vit le moment exact où le sens des mots de Lily le frappa. Mon cœur va bien, dit Bob à voix basse. Non, il ne va pas bien, dit Lily avec une certitude totale. Il est tout fermé et dur. C'est pour ça que vos jambes ne fonctionnent pas. Votre cœur a oublié comment envoyer de l'amour jusqu'à vos pieds. Ce n'est pas comme ça que les corps fonctionnent, chérie, dit Maggie. Peut-être que c'est comme ça que certains corps fonctionnent, dit Bob songeur. Peut-être que quand on arrête de se soucier de tout, on arrête aussi de tout sentir. Lily acquiesça avec enthousiasme. Exactement. Alors si nous parvenons à rouvrir votre cœur, peut-être que vos jambes se souviendront comment sentir. C'était ridicule. C'était impossible. Cela contredisait tout ce que la science médicale comprenait sur les lésions de la moelle épinière. Mais en regardant cet enfant minuscule qui croyait au miracle, Bob sentit quelque chose de différent, plus chaud, plus vivant. « Et comment ferions-nous cela » demanda-t-il avec sérieux. « Facile, dit Lily. Vous recommencez à vous soucier des gens et les gens commencent à se soucier de vous. C'est comme ça que les cœurs se souviennent comment fonctionner. » Elle regarda entre Bob et Maggie avec la sagesse de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Vous deux, vous commencez déjà à vous soucier l'un de l'autre. » Je le sais. Maggie sentit la chaleur monter à ses joues. C'était si évident, Lily. C'est bon, maman. C'est bon de se soucier des autres. Ça veut dire que ton cœur fonctionne bien. Bob tendit la main sur la table et toucha doucement celle de Maggie. Elle n'a pas tort, dit-il à voix basse. Est-ce que vous deux, vous comptez plus pour moi que tout ce qui a compté depuis des années? La confession resta suspendue dans l'air entre eux, fragile, précieuse et terrifiante. Et maintenant, que se passe-t-il, murmura Maggie. Avant que Bob ne puisse répondre, Lily se tint debout sur sa chaise et posa ses petites mains sur leur tête à tous les deux comme une minuscule prêtresse, accomplissant une bénédiction. Maintenant commence la vraie magie, dit-elle solennellement. Parce que quand les cœurs se connectent, tout est possible. Et à ce moment-là, avec la lumière des bougies dansant sur les murs et les mains chaudes de cet enfant impossible sur leur tête, les deux adultes la crurent presque. 3 jours plus tard, Maggie reçut l'appel qu'elle craignait tant. Le propriétaire les expulsait. 2 mois de loyer en retard, pas d'autre prolongation, dehors à la fin de la semaine. Elle s'assit sur son lit, la vie en main, les larmes coulant sur son visage. Elle avait tant lutté, travaillé tant d'heures, tant sacrifié et ce n'était toujours pas suffisant. Un coup à la porte la fit sécher ses yeux rapidement. C'était probablement Madame Patterson qui venait voir comment elles allaient. La personne âgée avait été comme une grand-mère pour Lily, l'un des rares points lumineux dans sa vie difficile. Mais quand elle ouvrit la porte, Bob était là dans son fauteuil roulant, la préoccupation gravée sur son visage. « Je vous ai vu pleurer par la fenêtre, » dit-il simplement. « Que se passe-t-il » Pendant un instant, la fierté de Maggie lutta contre son désespoir. Elle avait pris soin d'elle-même et de Lily pendant des années. Elle n'avait besoin de l'aide de personne. Mais en voyant la préoccupation sincère de Bob, ses dernières défenses s'écroulèrent.
Il nous expulse, dit-elle d'une voix brisée. J'ai 3 emplois et ce n'est toujours pas suffisant. Je ne sais plus quoi faire. Bob resta silencieux un long moment. Combien devez-vous? Ça n'a pas d'importance. Je ne peux pas continuer à demander de l'argent que je ne peux pas rembourser. Et même si je pouvais payer ce mois-ci, qu'arriverait-il le mois prochain et le suivant? Et si vous n'aviez plus jamais à payer de loyer? Maggie le regarda perplexe. Que voulez-vous dire? Venez vivre avec moi. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans l'eau calme. Le premier instinct de Maggie fut de dire non, de fuir, de se protéger, elle et Lily, de la déception qui arriverait inévitablement. Vous ne savez pas ce que vous dites, dit-elle. Je sais exactement ce que je dis. Cette maison a 37 pièces et j'en utilise peut-être 5. Il y a une suite d'invités au rez-de-chaussée avec sa propre entrée, sa propre cuisine. Vous et Lily pourriez avoir votre propre espace, votre intimité. Je ne peux pas me le permettre. Vous ne paieriez pas de loyer. Vous m'aideriez. Et comment vous aiderais-je? La voix de Bob devint très douce, en me donnant une raison de me lever le matin, en me laissant faire partie de quelque chose de bien, en me permettant de nouveau de me soucier de quelqu'un. Et de l'intérieur de l'appartement, la voix de Lily résonna. Maman, Monsieur Bob est là. Un instant plus tard, elle apparut à la porte, son visage s'illuminant en le voyant. Êtes-vous venu pour votre médecine du cœur? Demanda-t-elle avec sérieux. Mon quoi? Demanda Bob, confus. Votre médecine du cœur. Ça se passe quand les gens se soucient les uns des autres. C'est comme de la médecine pour les cœurs brisés. Maggie regarda sa fille, puis Bob. Cela pouvait-il vraiment être si simple? Que penseront les gens? Demanda-t-elle. Une mère célibataire emménageant avec un homme riche. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, dit Bob avec fermeté. Les gens qui comptent le comprendront et ceux qui ne le comprennent pas n'ont pas d'importance. Maman, dit Lily en tirant sa chemise. Souviens-toi de ce que tu me dis toujours. Parfois, quand tu te noies, tu dois laisser quelqu'un te lancer une corde. Maggie avait dit cela à Lily la semaine dernière quand sa fille avait du mal à demander de l'aide à l'école. Maintenant, ses propres mots lui revenaient. Est-ce une corde? Demanda-t-elle à Bob à voix basse. C'est ce dont vous avez besoin que ce soit, répondit Bob. Un nouveau départ, un endroit sûr, une occasion pour nous tous d'être meilleurs que nous ne le sommes seuls. Maggie ferma les yeux et inspira profondément. Quand elle les rouvrit, elle vit Bob la regarder avec une anxiété pleine d'espoir et Lily les regarder tous les deux avec la confiance sereine de quelqu'un qui avait su dès le début comment tout cela se terminerait. D'accord, dit-elle finalement. Mais nous avons des règles. Dites-les-moi. Lily et moi, nous payons notre part d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas un cas de charité. D'accord. Vous pouvez aider à gérer la maison, coordonner avec le personnel, vous occuper des choses que je ne peux pas faire depuis ce fauteuil. Et si ça ne marche pas? Alors nous trouverons comment faire en sorte que ça marche, dit Bob avec fermeté, parce qu'il y a des choses qui en valent la peine. Lily applaudit avec enthousiasme. Je vous ai dit que la magie avait déjà commencé. Et tandis que Maggie commençait à croire que peut-être, juste peut-être, les trois avaient trouvé quelque chose en quoi il valait la peine de croire, elle ne put s'empêcher de penser que sa fille de 6 ans était peut-être la personne la plus sage qu'elle ait jamais rencontrée. Après tout, qui a dit que les miracles devaient être impossibles? 2 semaines après le début de janvier, leur nouvelle vie au manoir Harrison s'était installée dans un rythme inattendu. Maggie se réveillait chaque matin dans la suite d'invités, qui ressemblait à un palais comparé à son ancien appartement, et se découvrait ayant réellement envie de commencer la journée. Bob avait tenu sa parole, elle gagnerait sa place. Elle avait pris en charge la gestion du personnel de la maison, la coordination de l'entretien et la gestion du courrier qui s'était accumulé pendant des mois. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait estimée et utile au lieu de juste désespérée. Lily avait transformé le manoir en son terrain de jeu personnel. Elle s'était liée d'amitié avec Madame Chen, avait appris les noms de chaque livreur et avait réussi à convaincre le jardinier de la laisser planter des fleurs dans la serre. Mais le plus important, c'est qu'elle s'était autoproclamée la doctoresse officielle du cœur de Bob. L'heure de votre traitement, Monsieur Bob, annonça Lily, apparaissant dans son bureau avec une expression sérieuse. Quelle est la recette d'aujourd'hui, doctoresse Lily? Demanda Bob en jouant le jeu. Aujourd'hui, nous pratiquons la gratitude.
Madame Chen a fait des biscuits et ils sentent le bonheur. Vous devez en manger un et penser à 3 bonnes choses. C'était devenu leur rituel quotidien. Lily prescrivait des émotions comme des médicaments, gratitude, joie, espoir, compassion. Au début, Bob la satisfaisait parce qu'elle était adorable, mais peu à peu il se rendit compte que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pendant 20 ans, il n'avait ressenti que de la colère et du vide. Maintenant, assis dans son bureau éclairé par le soleil, des miettes de biscuits sur sa chemise et le rire de Lily résonnant dans les couloirs, il se sentait heureux. Quand était la dernière fois qu'il avait été heureux? Mais 3 bonnes choses, dit Bob avec sérieux. Premièrement, les biscuits de Madame Chen sentent vraiment le bonheur. Deuxièmement, ta maman a souri au petit déjeuner ce matin et ce n'était pas un sourire inquiet. Troisièmement, j'ai dormi toute la nuit sans les cauchemars habituels. Tu vois, dit Lily triomphante. Ton cœur devient plus fort chaque jour. Cet après-midi-là, Bob était en train d'examiner des documents financiers quand il sentit quelque chose d'étrange, une sensation de picotement dans sa jambe droite. Faible, mais incomparable. Il resta complètement immobile, craignant de respirer, craignant d'espérer. C'était là encore le plus léger éclair de sensation, comme un murmure de vie revenant dans un endroit qui avait été silencieux pendant 2 décennies. Maggie, l'appela-t-il d'une voix tremblante. Elle apparut à la porte, la préoccupation sur le visage. Que se passe-t-il? J'ai senti quelque chose dans ma jambe, juste une seconde, mais je l'ai senti. Les yeux de Maggie s'écarquillèrent. Êtes-vous sûr? Je crois que oui. Bob marqua une pause comme s'il craignait de dire les mots à voix haute de peur de les rendre réels. Et si Lily avait raison? Et si cela n'avait rien à voir avec les impossibilités médicales? Et si c'était autre chose? Avant que Maggie ne puisse répondre, Lily fit irruption dans la pièce, les joues rougies d'avoir joué dehors. Monsieur Bob, je l'ai vu depuis la fenêtre. Vous aviez l'air différent, comme si vous brilliez ou quelque chose comme ça. Bob et Maggie échangèrent des regards. L'enfant avait-elle senti ce qui s'était passé? J'ai senti quelque chose, Lily, dit Bob avec prudence. Dans ma jambe, juste comme tu as dit que ça pourrait arriver. Le visage de Lily s'illumina du sourire le plus éclatant qu'aucun des adultes n'avait jamais vu. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que votre cœur allait mieux. Elle lui enroula les bras autour du cou et à ce moment de pure joie et de connexion, Bob le sentit de nouveau. Cette fois, plus fort, une sensation chaude et nette se propageant dans sa jambe droite. Ça se passe, murmura-t-il. Ça se passe vraiment. Mais même tandis que l'espoir fleurissait dans sa poitrine, une petite voix au fond de son esprit se demandait, que se passera-t-il quand le monde extérieur découvrira cette famille non conventionnelle? Et ses sentiments fragiles survivront-ils à l'examen qui ne manquera pas de venir? La docteure Patricia Winters était la neurologue de Bob depuis 15 ans. À 64 ans, elle avait vu toutes sortes de lésions de la moelle épinière et tous les faux espoirs qui les accompagnaient. Alors quand Bob l'appela pour un rendez-vous d'urgence, disant qu'il avait récupéré une certaine sensibilité, elle se prépara à une autre conversation difficile sur l'acceptation et l'adaptation. Mais l'homme qui entra dans son cabinet n'était pas le patient amer et fermé qu'elle avait connu pendant des années. Ce Bob Harrison se tenait plus droit, parlait avec enthousiasme et avec quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui, un bonheur sincère. Dites-moi exactement ce que vous avez ressenti, dit la docteure Winters, ouvrant ses scans IRM sur l'ordinateur. Ça a commencé il y a 3 jours. Une sensation de picotement dans la jambe droite, juste au-dessus du genou. Hier, j'ai senti de la chaleur se propager jusqu'à ma cheville et ce matin. Bob marqua une pause comme s'il craignait de dire ce qui venait. Ce matin, j'ai bougé mon orteil. La docteure Winters tenta de cacher son scepticisme. Vous avez bougé votre orteil? Ce fut un mouvement minuscule, mais Maggie l'a aussi vu et Lily a dit qu'elle pouvait voir l'énergie circuler dans ma jambe. Qui sont Maggie et Lily? Le visage de Bob s'illumina. Maggie Thompson et sa fille de 6 ans vivent avec moi depuis le mois dernier. Maggie gère ma maison et Lily, eh bien, Lily. Lily croit qu'elle peut me guérir. Plusieurs alarmes retentirent dans l'esprit de la docteure Winters. Un patient vulnérable, une femme et une enfant qui avaient emménagé chez lui. Des affirmations de guérison miraculeuse. Elle avait déjà vu ce modèle auparavant et ça ne se terminait jamais bien. Bob, je dois vous poser des questions difficiles.
Quelqu'un vous a-t-il encouragé à changer votre traitement médical? À essayer des thérapies alternatives? Ou vous a-t-il demandé de signer des documents financiers? L'expression de Bob se durcit. Pensez-vous qu'on profite de moi? Je crois que vous vivez quelque chose de merveilleux, de l'espoir, et je veux m'assurer que ce ne soit pas manipulé. Docteur Winters, j'ai été mort à l'intérieur pendant 20 ans. Ces dernières semaines, j'ai retrouvé ce que ça fait d'être vivant. Si c'est ça être manipulé, alors j'en suis reconnaissant. La docteur Winters se pencha en arrière sur sa chaise. Je suis neurologue depuis 30 ans. Je ne crois pas au miracle, mais je ne crois pas non plus à nier les preuves. Que dites-vous? Je dis que ce qui vous arrive est réel, mesurable et sans précédent. Vos voies nerveuses se régénèrent à un rythme qui devrait être médicalement impossible. Si cela continue. Elle marqua une pause comme si elle craignait de le dire à voix haute. Si cela continue, quoi? Vous pourriez de nouveau marcher. Vous pourriez. Vous remarcherez probablement. Les mots frappèrent Bob comme un éclair. Pendant 20 ans, on lui avait dit que sa condition était permanente, irréversible, sans espoir. Maintenant, la même femme qui lui avait donné cette nouvelle dévastatrice lui disait le contraire. Combien de temps, demanda-t-il. Si la régénération continue à ce rythme, 6 mois, peut-être moins. Bob rentra chez lui comme dans un rêve, son esprit tourbillonnant entre possibilités et craintes. Remarcher avait été un rêve pendant si longtemps, que l'affronter en vérité semblait irréel. Mais au-delà de cela, il fut effrayé par ce que cela signifierait pour sa relation avec Maggie et Lily. Et si elle ne l'aimait que parce qu'elles en avaient besoin? Et si son impuissance avait été le fondement de leur lien? L'aimerait-elle toujours s'il n'était plus brisé? Il les trouva dans le jardin. Lily apprenait à Maggie la bonne façon de planter des bulbes, selon son avis expert de 6 ans. En le voyant approcher, toutes deux levèrent les yeux et remarquèrent que quelque chose avait changé. « Qu'a dit la docteure » demanda Maggie. Bob leur raconta tout. Les scans, la régénération, le pronostic de la docteure Winters. Quand il eut fini, Lily applaudit enchantée, mais l'expression de Maggie était difficile à déchiffrer. « C'est magnifique, dit-elle avec prudence. Tout ce que vous espériez. » Mais Bob remarqua le doute dans sa voix, la même peur qui le rongeait. « Maggie, si je remarche, si je n'ai plus besoin d'aide. Croyez-vous que nous partirons » l'interrompit-elle. « Je crois que vous êtes entré dans ma vie parce que j'étais brisé. Si je ne le suis plus. » Maggie resta silencieuse un long moment. Puis elle se leva, les mains encore sales de terre, et le regarda droit dans les yeux. « Croyez-vous que je suis tombée amoureuse de votre fauteuil roulant » demanda-t-elle. « Je crois que vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un qui avait désespérément besoin de vous, quelqu'un qui ne pouvait pas survivre sans vous. » « Vous avez raison, » dit Maggie. Et le cœur de Bob se serra. « Oui, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui avait besoin de moi. Mais pas parce que vous ne pouviez pas marcher, Bob. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un avec le cœur brisé, qui avait oublié comment faire confiance, qui avait renoncé au bonheur. Et j'ai vu cet homme se souvenir comment espérer à nouveau. » Lily, qui avait écouté avec l'attention solennelle que les enfants réservent aux conversations importantes, se leva soudainement. « Puis-je vous raconter un secret » demanda-t-elle. Les deux adultes acquiescèrent. « J'ai toujours su que vous alliez remarcher, monsieur Bob. Ce n'était jamais la vraie magie. » « Alors, quelle était la vraie magie » demanda Bob. Lily sourit. Le sourire sage de quelqu'un de beaucoup plus âgé que 6 ans. « La vraie magie a été de vous voir vous souvenir que vous méritez d'être aimé. Que vos jambes aillent mieux, ce n'est qu'un cadeau supplémentaire. » Bob sentit les larmes couler sur son visage. Pendant 20 ans, il avait cru que sa valeur était liée à sa capacité à marcher, à être indépendant, à ne dépendre de personne. Mais assis dans ce jardin, avec de la terre sous les ongles et de l'amour dans le cœur, il se rendit compte qu'il s'était trompé sur tout. « Alors, quand je pourrai de nouveau marcher, dit-il lentement, m'aimerez-vous toujours ? » Nous vous aimerons davantage, dit Maggie avec fermeté, parce que vous serez complet à tous égards. L'homme qui a vaincu l'impossible, qui a de nouveau fait confiance, qui a choisi l'amour au-dessus de la peur. Ce soir-là, tandis qu'il bordait Lily dans son lit, elle fit une annonce qui les laissa tous deux sans voix. « Demain est le jour où la plus grande magie se produit, dit-elle avec le plus grand naturel.
Que veux-tu dire? Demanda Maggie. Monsieur Bob a remarché, mais ce n'était que la magie d'entraînement. Maintenant, c'est la vraie magie. Qu'est-ce que c'est? Lily sourit. Maintenant, vous deux vous mariez et je suis la petite fleuriste. Et nous vivons tous heureux pour toujours comme dans les contes. Sauf que ce conte est réel et il est à nous. Bob et Maggie se regardèrent et à ce moment-là, tous deux comprirent qu'une enfant de 6 ans venait de dire à voix haute ce qu'aucun n'avait osé espérer. Est-ce ce que vous voulez? Demanda Bob à voix basse. C'est ce que j'ai voulu depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, répondit-elle, je n'osais juste pas croire que c'était possible. Eh bien, dit Bob en prenant leurs deux mains. Nous avons déjà démontré que l'impossible se produit quand les gens s'aiment suffisamment pour y croire. 6 mois plus tard, Bob Harrison marcha dans l'allée de l'église Sainte-Marie pour se marier avec Margaret Thompson, avec Lily comme petite fleuriste, et la Nena comme la fière grand-mère et la docteur Winters comme témoins des miracles. Les pages mondaines l'appelèrent le mariage de l'année, mais pour les 3 personnes au centre de tout, ce fut simplement le chapitre suivant d'une histoire qui leur a enseigné que l'amour peut vraiment tout guérir, même ce que la science médicale dit être impossible. Et au premier rang, tenant avec tendresse la fleur que Lily lui avait offerte, se tenait la Nena Harrison, essuyant des larmes de bonheur tandis qu'elle voyait son fils marcher d'un pas ferme vers un avenir que la foi d'une enfant avait rendu possible. Le miracle n'était pas seulement que Bob ait remarché. Le miracle était que 3 âmes brisées se sont rencontrées et sont devenues complètes. Et parfois, quand l'amour est suffisamment fort et la foi suffisamment pure, même l'impossible devient inévitable.